Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 23 juillet. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui est assez polémique. Je n'ai pas spécialement envie d'en faire une polémique, mais je pense qu'il est quand même intéressant par rapport à la situation, l'évolution, on va dire, de la société française et de nos attentes, en tout cas, de ce que doit être notre société française. Donc alors, c'est par rapport à l'évolution marquante des prénoms arabo-musulmans en France. Donc je vous lis un texte issu d'un magazine qui s'appelle Viral Mag. J'aurais pu vous prendre Français de souche, mais je vais quand même pas tomber aussi bas, mais qui avait abordé hier le sujet. Donc alors, en 2024, un quart des enfants nés en France portent un prénom arabo-musulman. Comment cette tendance redessine-t-elle l'identité du pays? Découvrez les chiffres et analyse. En 2024, un chiffre interpelle. Plus d'un enfant sur 4 né en France porte un prénom d'origine arabo-musulmane. Cette statistique issue des données annuelles de l'état civil révèle une transformation profonde de la société française en une génération. Mais que signifient ces chiffres? Au-delà des nombres, ils racontent une histoire de diversité, d'évolution culturelle et de débat sur l'identité nationale. Cet article explore cette tendance, ses racines et ses implications avec une analyse claire et nuancée. Une tendance en forte croissance. Depuis une décennie, les prénoms arabo-musulmans gagnent en popularité en France. En 2024, ils représentent environ 25% des prénoms donnés aux nouveau-nés. Vous vous rendez compte, ça fait quand même un quart de la population née en 2024 qui porte des prénoms arabo-musulmans. Il va falloir vous y faire. Une progression constante par rapport à 2023, plus 0,5%. Cette hausse s'inscrit dans un contexte de baisse globale des naissances, ce qui rend la part relative des prénoms arabo-musulmans encore plus significative. Des prénoms comme Mohamed, Inès, Ryan ou Aya figurent désormais parmi les plus attribués, reflétant une diversification des choix parentaux. Ce phénomène n'est pas isolé. Il s'accompagne d'une diminution régulière des naissances portant des prénoms dits non musulmans. Selon les données analysées, cette évolution soulève des questions sur les dynamiques culturelles et sociales à l'œuvre dans le pays. Comment cette tendance a-t-elle émergé et quelles en sont les causes profondes? Les facteurs derrière cette évolution. Plusieurs facteurs expliquent la montée des prénoms arabo-musulmans. Tout d'abord, la démographie joue un rôle clé. La France compte une population issue de l'immigration, notamment des pays du Maghreb, d'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient, où ces prénoms sont courants. Ces familles, en transmettant leurs traditions, influencent les statistiques nationales. Ensuite, il y a une dimension culturelle. Les prénoms arabo-musulmans, souvent tirés du Coran ou inspirés de figures historiques, portent une signification spirituelle forte. Par exemple, Mohamed en hommage au prophète ou Aïcha évoquant une figure emblématique sont des choix symboliques pour de nombreuses familles. Ces prénoms deviennent également des marqueurs d'identité dans un contexte de multiculturalisme. Alors, le prénom est une marque distinctive, un lien entre l'individu et sa communauté. Extrait d'une réflexion sur la signification des prénoms dans la tradition musulmane. Enfin, la mondialisation et les échanges culturels facilitent l'adoption de prénoms autrefois perçus comme exotiques, des prénoms comme Inaya, je crois qu'il y en a une dans la classe de ma fille d'ailleurs, ou Yanis. Doux et modernes, séduisent au-delà des communautés musulmanes, attirant des parents en quête d'originalité. Alors je peux vous dire, tout à l'heure je vous donnerai les prénoms de mes enfants. Des 5. Je peux vous dire qu'en matière d'originalité, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans le Coran. Hein. Si vraiment on veut faire original, et moi ils ont tous des noms, sauf la dernière, mais quasiment accouchés dehors. Voilà, hein, à l'époque, c'était l'époque où tous les parents appelaient, pour les plus grands, leur gosse Pauline. On a eu beaucoup de Chloé, on a eu beaucoup de Théo, beaucoup de noms de chiens en fait, parce que c'est des noms, vous savez, avec il n'y a qu'une seule syllabe.
Voilà, donc facile à retenir. Hein. Théo, au pied. Bref. Léa. Ah, les Léa, qu'est-ce qu'on a eu comme Léa? Donc, puis il y avait la chanson aussi, Léa, je sais plus qui c'est qui chantait ça comme groupe, là, mais bon, bref. Une transformation départementale. Si la tendance est nationale, elle varie fortement selon les départements. En 2024, certains territoires affichent des taux d'octroi de prénoms arabo-musulmans bien supérieurs à la moyenne nationale. Par exemple, dans des départements comme la Seine-Saint-Denis, coucou, moi j'en viens. Enfin, je suis du 18e arrondissement, mais j'ai vécu à Saint-Ouen. Donc, Saint-Ouen, on y est. Hein. Là, on est dans le 9-3. Hein. Ce pourcentage avoisine les 40%, tandis qu'il reste inférieur à 10% dans des zones rurales comme la Creuse. Cette disparité géographique reflète les dynamiques migratoires et les concentrations urbaines. Bon, la Creuse, il est vrai que de toute façon, quand voilà, même des Léa, des Chloé ou des Kevin, il n'y en a pas. Donc alors pour la Seine-Saint-Denis, en 2024, 40%, en 94, donc il y a 30 ans, c'était 15%. Donc vous voyez quand même que là, on a une augmentation qui est pas mal. Hein. Paris, 30% en 2024 et 10% en 94. Et pour la Creuse, on a 8% contre 2% en 2024, contre 2% effectivement en 1994. En 30 ans, certains départements ont vu leur paysage prénatal se transformer radicalement. Cette évolution, bien que progressive, marque un tournant culturel et démographique. Mais comment ces chiffres sont-ils recueillis et sont-ils fiables ? Une méthodologie rigoureuse pour analyser cette tendance, un travail minutieux de classification des prénoms a été nécessaire. Sur les 35 000 prénoms recensés dans les bases de données françaises depuis 1900, un référentiel spécifique a été créé pour identifier ceux d'origine arabo-musulmane. Ce processus s'appuie sur plusieurs sources. Consultation de sites spécialisés dans les prénoms musulmans, analyse des registres d'état civil de plusieurs villes françaises, étude des bases de données internationales pour contextualiser les origines des prénoms. Les prénoms sont classés en deux catégories. Les prénoms musulmans stricts, comme Mohamed ou Fatima, presque exclusivement attribués à des familles musulmanes. Les prénoms islamo-compatibles comme Adam ou Sophia, parfois choisis par d'autres communautés. Pour garantir la fiabilité, seuls 50% des prénoms islamo-compatibles sont comptabilisés dans les statistiques. Voici quelques exemples de prénoms populaires en 2024. Mohamed, un classique intemporel en tête des prénoms masculins. Inaya, apprécié pour sa douceur et sa sonorité moderne. Ryan, populaire pour son universalité, oh là là les gars, et sa simplicité. Oui, je pensais à Ryan O'Neal, vous savez, qui jouait dans Love Story, mais ça n'a aucun rapport. Aïcha évoque une figure féminine forte de l'histoire musulmane. Un débat sur l'identité nationale. Cette évolution des prénoms soulève des questions sur l'identité française. Pour certains, elle symbolise une richesse culturelle, fruit d'une société ouverte et diversifiée. Pour d'autres, elle incarne un changement trop rapide. J'en fais partie. Hein. Je pense que c'est un peu trop rapide. Perçu comme une menace à une identité historique. Ces débats souvent polarisés reflètent des visions contrastées de ce que signifie être français aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça dit? Les prénoms sont le miroir d'une société en mouvement entre tradition et modernité. Donc ça, c'est une observation d'un sociologue, on ne sait pas qui, sur les évolutions culturelles. Les prénoms arabo-musulmans, en s'imposant dans le paysage, participent à redéfinir les contours de l'identité nationale. Ils ne remplacent pas les prénoms traditionnels, mais coexistent avec eux, créant un paysage prénatal plus diversifié. Excuse-moi. Cette coexistence est-elle un signe d'intégration réussie ou de fragmentation culturelle? La réponse dépend des perspectives, les enjeux pour l'avenir. À l'horizon de 2030, si la tendance se maintient, la proportion des prénoms arabo-musulmans pourrait encore augmenter. Cette projection invite à réfléchir aux politiques d'intégration, à l'éducation, à la cohésion sociale. Comment la société française peut-elle valoriser cette diversité tout en préservant un sentiment d'unité? Les écoles, par exemple, jouent un rôle clé. Les enseignants confrontés à des classes multiculturelles, les pauvres, doivent naviguer entre respect des identités individuelles et promotion d'un socle commun. On sait ce que ça donne. Hein. On se souvient de
de ce cher professeur d'histoire, hein, qui s'est fait couper la tête. Hein. Voilà, voilà. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais c'est quand même une réalité. Je crois que c'était Paty, Monsieur Paty, voilà, pour avoir osé parler de je sais plus quoi, d'un truc. Bah, il faisait son boulot, hein, tout simplement. Et le nombre d'autres profs agressés parce que j'ose pas imaginer c'est quoi être prof de biologie. Aujourd'hui, on dit SVT, sciences et vie de la Terre, parce que alors là, en cinquième ou sixième, c'était sixième, on commençait à faire un peu d'éducation sexuelle à mon époque. Je vous dis pas aujourd'hui comme ça doit être compliqué. Je vous assure qu'on parlait vraiment de, je me souviens très bien de la prof, il y a une fille qui avait demandé: «Ouais, mais comment ça se passe un rapport sexuel?» Alors tout le monde était mort de rire et en fait la prof, pas bête du tout, nous avait dit: «Bon, bah, alors si vous voyez une prise de courant et ben, en fait, c'est comme, il y a, votre fiche là, par exemple, votre poste de radio, vous allez le brancher dans la prise et ben, c'est comme ça. C'est comme, une prise de courant et la fiche, avec, le côté mâle et donc bah, du coup, on était très déçus. Mais vous voyez, les profs peuvent s'en sortir très, très bien, hein, avec des petits sixièmes malins qui veulent des réponses alors que les réponses, ils les ont déjà un petit peu. Ils ont internet en plus, ceux d'aujourd'hui. Bref, les prénoms, bien que symboliques, deviennent un point d'entrée pour aborder ces questions. Enfin, cette tendance pourrait influencer d'autres sphères comme la politique ou la culture populaire. On le voit hein, d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai vu un défilé il n'y a pas longtemps sur Internet de gens, alors ceux-là, je fais partie de ces gens-là, qui se manifestaient contre les enlèvements abusifs par l'aide sociale à l'enfance. On sait ce qu'il en est maintenant. Hein. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas ce qui se passe dans l'aide sociale avec l'aide sociale à l'enfance, hein, qui est une mafia, qui paye des gens qui, pour certains, sont des pédérastes. Alors, je n'emploie plus le terme pédophile, je vous ai déjà dit, parce que ça veut dire qui aime les enfants. Or, non, là, ce n'est pas les aimer. Pédéraste étant le vrai terme, mais qu'on a abandonné parce que de dire pédé, ça voulait dire, dans la tête des gens, c'est devenu homosexuel, ce qui n'a aucun rapport. Pédéraste, c'est qui voilà, aime faire des choses avec des jeunes. Donc je prends ce terme-là, moi. Parce que j'aime bien le français, j'aime bien le grec et le latin. Et donc chaque mot a un sens. Donc alors on en était où politique, des figures portant des prénoms arabo-musulmans occupent déjà des rôles de premier plan, signe d'une société en pleine mutation. Bah, on peut dire Rachida Dati, Rima Hassan, Obono, enfin bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Un phénomène, c'est de gauche et de droite, hein, un phénomène plus large. La popularité croissante des prénoms arabo-musulmans n'est pas un phénomène isolé. Elle s'inscrit dans une dynamique mondiale où les identités se croisent et se mélangent. En Europe, des pays comme la Belgique ou les Pays-Bas observent des tendances similaires, bien que moins marquées. Cette globalisation des prénoms reflète des sociétés de plus en plus interconnectées. En France, cette évolution est particulièrement visible en raison de son histoire migratoire et de sa diversité démographique. Les prénoms arabo-musulmans ne sont pas seulement des marqueurs religieux, mais aussi des symboles d'une histoire partagée entre la France et les pays du monde arabe. Un prénom, c'est bien plus qu'un nom, c'est une histoire, une culture, une identité. On est bien d'accord. En conclusion, l'augmentation des prénoms arabo-musulmans en France est un phénomène complexe, mêlant démographie, culture et identité. Loin d'être une simple statistique, elle reflète une société en transformation, où les prénoms deviennent le reflet d'un pays en quête de son avenir. Ah ben, je le vois bien l'avenir, moi. Cette évolution, bien que source de débat, est avant tout une invitation à repenser la diversité comme une force, bah oui, une chance même, tout en relevant les défis qu'elle pose. Alors, je vous avais dit que je vous parlerais des prénoms de mes enfants à coucher dehors. C'est pas bien ce que je fais parce que normalement, je trahis un tout petit peu le côté, voilà, on dit pas les choses. Alors, l'aîné s'appelle Philémon, qui est un vrai prénom français, hein, comme Sigimon, il y a plein de choses comme ça, c'est PH. Hein. Donc, Philémon, à la base, c'est un mythe grec.
Philémon et Baucis. Cherchez si vous avez... Baucis, c'était sa femme, c'était pas le joueur de foot. Cherchez si vous avez la force. La deuxième, ma fille aînée s'appelle Tolérance. Eh ouais, je sais, ça va vous faire sourire aussi. Le troisième, mon Dieu, là c'est très très catholique, s'appelle Jean Chrysostome, parce que, donc ça c'est un prénom d'origine plutôt... c'est grec en tout cas, c'est un prénom plutôt orthodoxe. Donc lui, il est mort martyrisé, c'était Saint Jean Chrysostome, dit Bouche d'Or. Et il a été martyrisé pour avoir dit la vérité. Donc ça me plaisait bien. Puis je suis catholique quand même. Le troisième, alors là, attention, accrochez-vous bien, mais il a d'autres prénoms derrière. S'il veut changer, il peut. Mais apparemment, ça lui va très bien. Mon petit étudiant en médecine, à qui je fais coucou s'il regarde, lui, il a 20 ans, bientôt 21. Il s'appelle Milou, voilà. Donc, à cause de Milou en mai. Ouais, je sais, je suis vraiment une midinette. Et la troisième s'appelle Vanda. Et là, on est effectivement sur un prénom étranger. Mais parce qu'effectivement, c'était un hommage que j'ai voulu rendre à ma grand-mère polonaise. Et Vanda étant la sainte patronne ultime de la Pologne. D'ailleurs, on les appelle jamais Vanda en réalité. C'est assez étrange. Il faudrait que je cherche pourquoi. Est-ce que c'est un signe d'humilité? Je ne sais pas. Mais le petit nom des Vanda qu'on appelle jamais publiquement Vanda, c'est Janina. Alors bon, bah, pourquoi pas. Et voilà, c'était une princesse, en fait, une guerrière, qui a refusé le mariage d'un... avec un... C'était pas allemand à l'époque, c'était... oh là là là, en tout cas avec un germanique, quoi, si vous voulez, qui envahissait son pays, quoi. De toute façon, la Pologne, vous savez, mon pays d'origine, c'est un pays où nous, on a été envahis de partout, hein. Donc c'est pour ça que le conflit ukrainien, russo-ukrainien en ce moment me fait un peu rire, entre guillemets, parce que ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que moi, ma grand-mère, par exemple, est née ukrainienne. Parce qu'à l'époque, cette partie de la Pologne où elle est née, qui est proche de la Roumanie aussi, les Carpates, c'était l'Ukraine, et c'était donc la Russie. Donc elle est née russe, et en 1906. Voilà, mais tout ça, les gens ne savent pas. Tout comme le conflit israélo-palestinien, les gens ne veulent pas se documenter en histoire et ne comprennent pas qu'en fait, effectivement, Israël jusqu'à Gaza, toute cette partie-là était hébreu, si vous voulez, c'était juif, les premiers juifs du monde, qui était une secte, hein, bien entendu, hein, comme toutes les religions, même la mienne, hein, c'est une secte, hein, on est bien d'accord. Catholique, on est une secte, mais bon, un peu plus cool hein, que les autres. On a beaucoup moins d'obligations, va-t-on dire. Voilà, on va pas me tondre la tête parce que j'ai sauté une messe, hein, donc c'est pas bien grave, ou que je mets pas 10 balles dans la panière à la fin de la messe, dans la panière qui passe. Voilà, mais comment vous dire, effectivement, à cette époque-là, ils n'étaient déjà même pas musulmans, puisque la religion musulmane est arrivée, puisque eux, ils sont encore en 1400 et quelques, hein, les gars, hein, donc bah, ça se voit hein, d'ailleurs hein, au niveau de la culture. Et donc, du coup, ils vivaient plutôt dans la péninsule arabique, donc l'Arabie Saoudite, tout ça. Et puis, ils se sont déplacés. Donc, en quelque sorte, si on veut aller pousser le raisonnement un peu loin, les colons, c'est eux. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est horrible. Oui, il y a un génocide. Oui, il y a la famine. Je sais bien. Mais moi, en tant qu'amoureuse de l'histoire tout court, de toutes les histoires, de toute histoire, ça me pose question. Et je revois mon jugement. Alors après, je trouve qu'Israël est en état fort, comme nous, on ne sait pas l'être hein, d'ailleurs, hein, et qui tape dur. Bon, bah voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Que faire? Est-ce qu'il faudrait les renvoyer justement en péninsule arabique? Bah, ce serait peut-être ça la solution, en fait. Je sais pas. Je n'ai pas de solution toute faite. Voilà. Et oui, dans mes enfants, il y en a bien un qui a un prénom pas français. Mais bon, voilà, Vanda, on reste quand même européen. C'est ça, on va dire. Je vous embrasse tous et je vous invite à me laisser des commentaires et vos réflexions sur le sujet.